Bonjour à tous, je me présente, Ludovic David, je suis doctorant CIFRE en troisième année donc, chez Interaction Healthcare, qui est une entreprise dans la santé, et le laboratoire IBISC, donc, qui est un laboratoire de recherche notamment en réalité virtuelle, qui appartient à l'université d'Evry, qui elle-même appartient à l'université Paris-Saclay. Et on fait tous ces travaux-là aussi en collaboration avec la clinique Les Trois Soleils, qui est une clinique de rééducation fonctionnelle qui est située à Boissy-le-Roi, un peu au sud d'Evry. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, de ma thèse, qui en l'occurrence est sur la rééducation motrice post-AVC et la réalité virtuelle. Et là, je vais vous parler d'un aspect plus particulier qui est l'adaptation de la difficulté des jeux thérapeutiques dans ce cadre-là. Donc comme vous pouvez le voir, les travaux ne sont pas effectués que par moi. Moi, je suis doctorant en dernière année, mais on a un stagiaire, un encadrant, des gens de la clinique, etc. Donc on va parler d'AVC et de rééducation, bien évidemment, de réalité virtuelle dans ce cadre-là, de difficultés adaptatives, des travaux qui existent déjà au niveau de la difficulté adaptative par d'autres personnes, etc. Du système qu'on a mis en place, de la tâche qu'on fait pratiquer aux patients, du modèle de difficulté qu'on a dû concevoir justement dans ce cadre-là, et donc l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est finalement soit un caillot qui bloque l'afflux sanguin au niveau cérébral, soit carrément une explosion pas d'une artère, mais d'un vaisseau sanguin au niveau du cerveau, ce qui va empêcher l'oxygène d'affluer et donc ce qui va détruire petit à petit les neurones et les structures. Et donc c'est une des causes primordiales d'invalidité et de handicap dans le monde. Il y a environ 15 millions de personnes par an. Ça augmente en raison du vieillissement de la population et donc on a ce qu'on appelle une hémiparésie, donc hémi pour moitié, parésie pour paralysie partielle, du membre supérieur en l'occurrence, qui est un des déficits moteurs qui est à la fois le plus fréquent, qu'on rencontre dans 80% des cas, et à la fois le moins bien pris en charge, ce que je vais présenter juste après. Et donc la rééducation, l'objectif c'est finalement d'essayer de permettre aux personnes de, à travers des exercices, récupérer de la motricité pour récupérer de l'autonomie et de l'indépendance dans la vie de tous les jours. Ça se passe selon 3 phases. La première phase, c'est la phase aiguë, c'est pendant les 14 premiers jours, les patients sont à l'hôpital. Ils vont commencer, déjà on va traiter l'AVC pour essayer justement d'empêcher qu'il y ait trop de dégâts. Puis ensuite, on va commencer aussi à les faire travailler au niveau moteur pour qu'ils commencent à récupérer, parce que c'est là qu'ils ont le plus de neuroplasticité. Donc la neuroplasticité, c'est le fait que le cerveau est plastique, il va pouvoir se reconstruire. Et notamment après un AVC, il y a un pic qui permet à la reconstruction cérébrale de s'effectuer plus rapidement. Donc ensuite, une fois que ces 14 premiers jours-là sont passés, pour la grande majorité des patients, il leur reste tout un tas de séquelles. Et du coup, ils vont aller en centre de rééducation, ils sont considérés en phase subaiguë, et ils vont travailler pendant environ 6 mois à faire tout un tas d'exercices, que ce soit pour la motricité d'une part, mais aussi pour tous les autres déficits cognitifs qu'il peut y avoir, comme l'héminégligence, c'est-à-dire que la personne est capable de voir ce qui se passe dans son champ de vision, mais elle n'a absolument pas conscience de ce qui se passe dans la moitié de son champ de vision. Et il y a tout un tas d'autres de troubles, comme les troubles du langage, de la compréhension, et ce genre de choses. Donc il y a tout ça, et puis au bout de 6 mois, pour les patients qui ont suffisamment d'autonomie ou d'indépendance, donc l'autonomie c'est le fait d'être capable finalement de décider de ce que l'on veut faire, et de l'indépendance c'est d'être capable de le faire. Je peux dire, voilà j'ai envie d'aller au marché, mais je ne peux pas marcher. Et inversement, je peux aller au marché, mais pas du tout savoir ce que je veux y faire et ce que je veux y acheter. Parce que tristement, les troubles cognitifs sont assez problématique dans le cadre de la rééducation, ça empêche souvent la rééducation motrice. La personne ne comprend pas forcément ce qu'elle doit faire, elle ne sait pas forcément pourquoi elle est là parfois avec des troubles de la mémoire ou ce genre de choses. Donc au bout de 6 mois, quand elle a suffisamment d'autonomie, elle retourne à son domicile, elle est considérée comme en phase chronique, et même dans ce cadre-là, ça dure 6 mois, pourquoi? Parce que le système de santé, il n'a pas de l'argent à l'infini, il ne peut pas payer le truc pour tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore plein de gens qui aient des déficits, et notamment encore au niveau du membre supérieur, ce qui fait qu'ils rentrent chez eux, ils sont pour la plupart autonomes, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne sont pas capables de se servir un verre d'eau, ils ne sont pas capables de faire tout un tas de choses avec leur membre parétique.
ça n'empêche pas qu'il compense énormément avec le membre qui ne l'est pas. Et ça amène à d'autres choses qu'on appelle notamment le déconditionnement, c'est-à-dire que finalement, les gens en retour à domicile, ils se servent de moins en moins de leur membre parétique parce qu'ils arrivent à pas en faire quelque chose. Et du coup, moins ils s'en servent, moins ils sont capables de s'en servir parce que les structures neuronales, petit à petit, disparaissent. Donc, l'objectif de la rééducation, elle se passe dans les 14 premiers jours, les 6 mois en clinique, et à domicile, on a aussi ce qu'on appelle l'auto-rééducation. Il y a certains patients qui ont suffisamment de volonté et qui vont avoir une prescription. On va leur dire, vous allez devoir faire 300 répétitions de ce mouvement-là, d'aller essayer de choper quelque chose dans l'air, comme ça tous les jours, et puis on se revoit dans un mois pour voir si vous avez progressé. Donc forcément, ça n'a pas l'air super sympathique, et la majorité des patients ne le font pas parce qu'ils n'ont pas énormément de volonté. Il y en a quand même beaucoup qui sont dépressifs après avoir perdu toutes leurs facultés motrices, leur autonomie, leur indépendance, même une fois qu'ils sont retournés chez eux. Donc ensuite, il y a plein de méthodes de rééducation, différentes et variées. Il n'y a aujourd'hui aucune méthode qui est considérée comme vraiment plus efficace que les autres. Par exemple, il y a des méthodes, alors je ne sais plus si c'est Bobat ou Brainstorm, où en fait on va d'abord s'occuper du proximal, puis ensuite aller au distal. Donc, au début, on va faire beaucoup travailler les épaules, etc. Puis au fur et à mesure, on va faire travailler le coude, puis le poignet. Et donc ça, c'est une méthodologie. Il y a d'autres méthodologies qui sont basées notamment sur la répétition, le fait de faire beaucoup de fois un même mouvement, le fait d'avoir de l'intensité. Alors l'intensité, ça peut être en temps, c'est-à-dire le fait de faire beaucoup. On vous dit par jour, vous allez vous rééduquer pendant 6 heures. Ok, super. Ou alors ça peut être en termes de répétition comme juste avant. Et il y a aussi l'aspect orienté tâche, qui est amené énormément dernièrement par toutes les notions d'apprentissage moteur. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire une activité, mais pas juste pour du mouvement, mais avec un objectif en tête. C'est-à-dire que la personne, quand elle rentre chez elle et qu'on lui dit de faire 300 fois ce mouvement-là, on ne dit pas de faire une activité en tant que telle, on lui dit juste de répéter un mouvement. Orienté tâche, c'est le fait de lui dire vous allez prendre votre verre et le relâcher 300 fois. La personne se concentre moins sur son membre que sur la tâche qu'il a fait. Et finalement, c'est comme ça que fonctionne beaucoup plus le cerveau, et ça aide à l'apprentissage moteur. Et donc tout ça, comme je le disais, ça doit se passer au plus tôt. On commence déjà dans les 14 premiers jours parce que c'est là qu'il y a le maximum de neuroplasticité, et ça doit se faire aussi le plus longtemps possible parce que même si on sait que globalement les améliorations principalement se déroulent lors des 3 premiers mois, il n'empêche que même plus tard, si la personne se fait suffisamment d'efforts, disons, elle va continuer à pouvoir récupérer. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas le lâcher. Le problème de la phase chronique, c'est qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête, parce que on se rééduque, mais on ne sait pas du tout pendant combien de temps. Ça peut être à vie, comme ça peut être encore 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc on a des problèmes. Ces problèmes, c'est des problèmes du côté du système de santé, comme je l'ai dit. Quand on est en clinique, il y a un thérapeute. Ce thérapeute, il a un coût. Et vu qu'on est dans une politique de restriction budgétaire, et finalement les thérapeutes, ils ont de moins en moins de temps pour s'occuper des patients. Donc ils sont obligés de s'occuper de plusieurs patients à la fois, et même quand ils s'occupent de plusieurs patients à la fois, ils ont moins de temps pour les aider à faire leurs exercices. Et on a des problèmes aussi du côté des patients, notamment sur un manque de motivation. La majorité, déjà même en clinique, vu les exercices qu'on leur propose, qui sont, vous prenez un cube et puis vous le faites tomber à gauche de la table, puis vous faites ça sur les 80 cubes qui restent, c'est pas passionnant. Donc, déjà en clinique, il y a un manque de motivation, et en plus à domicile, vous n'aurez même pas le thérapeute derrière vous pour vous dire de le faire, vous ne le faites pas. Et il y a aussi un manque d'outils du coup, parce que les tâches qu'on demande à faire, finalement, quand on va dans une clinique, on a l'impression d'aller dans un espace de jeu pour enfants, où il y a des petits jeux de société comme du puissance 4, machin, il y a tout un tas de jouets en bois, etc. Et finalement, on ne demande aux personnes âgées de refaire des mouvements avec ces outils-là. Et c'est très infantilisant, et ça aide pas particulièrement les personnes âgées à avoir... parce que, bon, je ne l'ai pas dit, mais en moyenne, l'AVC, ça survient aux alentours de 70 ans. Il n'empêche qu'à 18 ans, vous pouvez en avoir un, comme à 90. Donc c'est très très large comme population. Et donc voilà, on a ce manque de motivation et ce manque d'outils. De là, plein de gens se sont dit, ok, on fait de la recherche pour plein de choses, on va faire de la recherche sur la rééducation, et on va essayer de trouver des outils pour faciliter ça. Donc, il y a eu de la recherche au niveau de la robotique, avec des outils, des bras qui permettent de suppléer le fait de savoir... la majorité des personnes n'ont pas énormément de force, donc l'outil robotique permet
de ne pas avoir à supporter la gravité pendant qu'on fait cet exercice. Il y a des outils basés sur le biofeedback, par exemple, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un lecteur, un électroencéphalogramme pour avoir vos ondes cérébrales, et puis du coup on vous les affiche et on vous dit de faire des exercices pour essayer par exemple que la courbe qui représente vos ondes cérébrales, il faut la faire monter pour que l'activité soit plus forte. Donc il y a tout un tas de systèmes comme ça, et il y a des systèmes de réalité virtuelle, donc il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Là j'en ai sorti quelques-uns pour essayer d'avoir un peu différents exemples. Notamment on voit il y a pas mal d'interfaces disponibles en réalité virtuelle. On va avoir des interfaces plutôt invasives comme des gants de données, des choses que vous mettez qui permettent de capter vos mains dans l'espace, des outils avec des petits marqueurs fluorescents à base de caméra aussi de l'autre côté, mais il faut quand même poser les marqueurs. Et aujourd'hui, on va plutôt sur des solutions à base de caméra sans marqueur. On fait juste de la captation de mouvements. Je ne sais pas s'il y en a certains qui suivent un peu les phénomènes qui se déroulent en ce moment, mais par exemple la AirKit maintenant fait du body tracking sur iOS, ce genre de choses. Et donc ça existe depuis un certain temps maintenant. Et donc toutes ces activités-là, on va dire qu'il y a deux champs aussi qui émergent. Il y a des activités de rééducation motrice. On va vous demander qui vont être ludifiées. On va vous demander de jouer finalement plutôt que de penser à votre rééducation. Et il va y avoir aussi des tâches un peu plus de réadaptation. L'objectif, c'est pas juste de faire un mouvement, c'est de dire, dans votre vie de tous les jours, vous allez avoir besoin de prendre un verre et de le poser quelque part. Et on vous virtualise la tâche et on vous demande de faire la même chose comme si vous étiez en train de le faire. Donc il y a tous ces aspects-là, et parmi ces aspects-là aussi, on a des outils qui sont utilisés dans la rééducation, alors qu'à la base, ils avaient plutôt une utilité, qui sont disponibles dans le commerce. Par exemple, la Kinect est utilisée dans la rééducation, la Wii est utilisée dans la rééducation, la PS, je sais plus, Toy Move, la caméra de PlayStation est aussi utilisée là-dedans. Sauf que aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tout un tas de recherches qui essaient de prouver l'efficacité de différents outils et ce genre de choses. De la même manière que pour la rééducation, il n'y a pas un outil où on dit ouais celui-là il marche super, on passe là-dessus, tout marche bien. Par contre, il y a déjà des recherches qui commencent à dire les outils qu'on trouve dans le commerce, c'est bien, mais c'est pas super en termes d'intensité, en termes de réglage. Donc finalement, on fait pas tellement de la rééducation, on fait plus de l'occupationnel. Ça permet quand même de continuer à récupérer de la motricité, vu qu'on fait une activité physique, mais vu qu'elle n'est pas dirigée, elle n'est pas conçue pour, finalement ça ne marche pas aussi bien que d'autres dispositifs qui, eux, ont été conçus avec des thérapeutes, des neurologues, etc. Et dans le cadre d'une TESIF, on fait aussi des travaux qui ne sont pas uniquement scientifiques. Donc là, par exemple, on peut voir aussi qu'il y a des outils qui sont déjà disponibles sur le marché. Alors, sur le marché français, pas des masses. Notamment, là, par exemple, parmi les quelques exemples que j'ai cités, Curapi et Naturalpad, c'est français. C'est assez récent. Par contre, du côté de l'Espagne, avec Eodine, ou du côté de MindMaze en Suisse, ça commence à faire quelques années que ça se développe. Et il y a tout un tas d'équipes de recherche aussi de ce côté-là qui poussent le développement et qui vont finalement fonder des boîtes, qui fait qu'aujourd'hui, ça commence à rentrer sur le marché. On n'est plus juste dans de la recherche. Oui. La France est en retard par rapport au... La France est un peu en retard. Pourquoi on est en retard ? Parce qu'il y a des équipes de recherche qui ont commencé à 15 ans, et puis nous, il y a des équipes de recherche qui ont commencé à 15 ans, mais pas exactement sur la même chose. Et concrètement, des équipes de recherche en France qui travaillent sur ce sujet, il n'y en a pas tant que ça. Les équipes francophones, il y en a au Canada, qui travaillent quand même pas mal dessus depuis un certain temps. Mais en France, c'est pas là-dessus qu'on a mis l'accent, et du coup la recherche est encore on est un peu en retard. Et puis on est un peu en retard aussi au niveau du marché. Aujourd'hui, il y a des solutions qui se lancent, et le problème c'est que vous avez deux méthodes de lancer le truc sur le marché. La première, c'est j'ai un truc, je sais pas si ça sert vraiment à de la rééducation, mais j'espère. Je le lance et je dis produit pour la santé, c'est super, ça vous permet de progresser. Sauf qu'en réalité, j'ai aucune idée si le produit fonctionne. Il y a une partie des boîtes qui font ça aujourd'hui, surtout des startups. Le problème, c'est que probablement que dans 2 ans, ils n'existeront plus. Le problème des startups en France.
Et par contre, vous avez d'autres boîtes, notamment NaturalPath, peut-être moins NaturalPath, peut-être plus Curapi. Enfin, Curapi, c'est la plateforme, mais la boîte qui développe Curapi, qui elles se disent, ok, on veut présenter un truc comme ça, mais avant de le présenter, on va regarder si ça marche. Et là, d'un seul coup, on tombe sur le problème du comment on fait pour regarder si ça marche. Bah, déjà, on est obligé de lancer des expérimentations avec des patients. Un patient, bah, c'est protégé par des comités d'éthique et de protection des personnes, 6 mois pour faire un dossier. Ensuite, on lance l'expérimentation. Puis des patients, il y en a, mais vu qu'ils sont tous très différents, bah, on va essayer de viser un certain type de patient pour voir si ça marche sur ce type de patient-là. Par exemple, on va viser les patients chroniques. Ils ont plus de 6 mois d'AVC, on va regarder si notre outil, ça permet de récupérer de la motricité. Le problème, c'est que récupérer de la motricité, ça se fait pas en 2 jours. Je peux pas lui donner mon outil, il passe une fois et après je dis ah ouais, j'ai regardé avant, t'étais pas très bon et maintenant t'es très bon. Non, le truc c'est il faut qu'on lui laisse 6 mois et au bout de 6 mois, on va voir est-ce qu'il a progressé. Sachant que vu qu'on peut pas avoir 40 patients en claquant des doigts, bah, le premier patient il arrive à un instant T, puis le deuxième patient à un instant T plus 1, T plus 1, et puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous avez votre cohorte de 40 patients, ce qui est pas énorme. Et vous avez des statistiques qui sont approximatives mais qui permettent de dire oui ou non est-ce que votre outil fonctionne. Aujourd'hui, une boîte, quand on lui dit allez, il y a 3 ans de recherche avant de pouvoir sortir ton produit, il faut être assez costaud. Et des boîtes dans la santé qui sont prêtes à se dire ok, il y a 15 millions de personnes dans le monde, très bien, mais moi j'ai le marché français. Le marché français c'est combien de personnes? 150 000 personnes par an plus, ok, ça grossit, sauf qu'il y en a plein qui meurent aussi, parce que au-delà du fait qu'ils sont âgés, il y a des récidives d'AVC, ce genre de choses. Et donc finalement, vous êtes sur un public qui est pas tant que ça de masse, entre guillemets, et pour une boîte qui veut faire de l'argent, c'est pas forcément là-dessus qu'elles vont se pencher le plus. Donc c'est des boîtes, souvent qui se lancent là-dessus, qui se disent, ok, il y a un manque en France, on va faire ce qu'on peut. Et forcément, ça met du temps, c'est compliqué. Et on est encore aussi dans une situation où, si vous allez voir les hautes autorités de santé, si vous regardez sur Internet, on vous dit la réalité virtuelle, ça marche peut-être. Mais on ne sait pas. C'est encore... en 2019, il commence à y avoir des plus grosses études, des méta-reviews, où ils ont pris les études de tout le monde, ils ont comparé les trucs, etc. Et ils commencent à dire ça a l'air de pas mal marcher. Mais en attendant, on n'est pas certain. Par exemple, qu'on puisse ne serait-ce que remplacer la rééducation conventionnelle, ça c'est sûr, pour l'instant on n'en est pas certain. Par contre, on sait qu'en adjonction à la thérapie conventionnelle, par exemple, on dit ok, la personne elle est en centre, elle fait 2 heures de thérapie par jour, eh bien on va lui rajouter une petite demi-heure avec notre outil de réalité virtuelle qui est dans la salle, un peu avec les solutions innovantes. Et ça, on sait que, en effet, ça améliore un peu plus la motricité que juste la thérapie conventionnelle à temps égal. Alors, il y a quelqu'un qui fait 2h30 de thérapie conventionnelle et l'autre qui fait 2 heures plus une demi-heure de réalité virtuelle, par exemple, ou de robotique. Et la chose aussi, c'est que, vu que c'est un secteur qui se développe depuis pas si longtemps que ça, au niveau humain, ça fait 20 ans que ça existe, il y a beaucoup... Enfin, les recherches au début étaient pas tip-top. Soit c'était sur 10 patients, 4 patients, super en termes de statistiques, on fait pas grand-chose. Soit on fait des trucs sur un peu plus de personnes, mais en fait on n'a pas eu la bonne méthode. Par exemple, typiquement, les premières personnes, elles faisaient des études où, ok, on met des gens en thérapie conventionnelle, et puis de l'autre côté, on met des gens en thérapie conventionnelle plus de la RV. Et là on se dit, ouais, ça marche bien la RV. Il y a quelqu'un qui arrive et qui fait, ouais, mais lui il en a fait 2 heures, lui il en a fait 3. Si lui il en avait fait 3, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et du coup il y a tout un tas de problèmes méthodologiques, et aujourd'hui il commence à dire, ok, on va arrêter de faire n'importe quoi, voici la méthode. Il faut tous ces critères-là pour que la recherche elle soit bien, surtout dans le monde médical, parce que le monde médical c'est, on touche à quelqu'un. On n'est pas juste en train de faire un programme, le mec il va s'en servir, si Word il crache, on s'en fiche. Là, si notre système il est en train de faire que la personne elle se déconditionne encore plus, ou elle compense, ou que finalement ça ne l'aide pas dans sa rééducation, c'est problématique et on peut difficilement le proposer. Donc il y a ça. Et un dernier élément, côté un peu aussi entreprise, c'est on est dans de la santé. Aujourd'hui, en termes de santé, combien vous êtes prêt à payer pour quelque chose? Parce que le système de santé, il vous rembourse quand même énormément de choses. Ça, aujourd'hui, imaginez que ce sera remboursé par le système de santé, tant que son efficacité n'est pas prouvée, il ne se passera rien. Ni les mutuelles, ni les assurances, ni rien du tout, personne va
personne ne va bouger de ce côté-là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut payer. Et dès qu'il faut payer, il y a un frein supplémentaire au fait que les gens, ils sont chez eux, ils ne savent pas si ça va marcher, et il faut payer. Dans le doute, hein. Puis il y a aussi la raison du j'ai 70 ans, est-ce que je vais vraiment me faire 10 ans d'auto-rééducation chez moi avec un outil, des outils qui sont à peine là, avec pas tant de contenu que ça. Faire vivre du contenu sur 10 ans au niveau soft, aujourd'hui, à part des trucs qu'on met à jour très très régulièrement, il n'y a pas tant de choses que ça. Donc voilà, ça c'était un peu sur la partie problématique vraiment actuelle avec les entreprises, le côté économique, etc. Du coup, nous dans notre domaine, on va se dire, ok, donc il y a un problème d'adhésion thérapeutique, on a des outils de RB. Bon, personnellement, si je travaille là-dessus, c'est que j'y crois un minimum. Donc même si l'efficacité n'est pas encore complètement prouvée, on pense que ça va fonctionner. On se dit, bon, admettons que l'efficacité soit prouvée. Comment on fait pour résoudre ce problème d'adhésion? Comment on fait pour faire un outil que les gens utilisent? Parmi les très très nombreux critères d'adhésion, un des critères, c'est la difficulté de la tâche qu'on va proposer. Si j'arrive et que je vous demande de faire un salto arrière, la majorité ne seront pas aptes à le faire, ça ne sert à rien que je vous le demande, ça ne vous fera pas travailler. Là c'est pareil, si je demande à quelqu'un de faire un exercice qui n'a absolument pas les capacités de le faire, finalement ça ne sert à rien que je lui demande. Et inversement, si je vous demande de faire un pas en avant et que vous êtes largement apte à le faire, ça ne va pas du tout vous rééduquer. Donc, il faut qu'on essaye de trouver un système qui permette à la difficulté d'être en adéquation avec les capacités du patient. Et au-delà de ça, donc là c'est un peu le schéma, donc de base c'est une théorie qui a été avancée par quelqu'un dont je ne prononcerai vraiment pas le nom aujourd'hui, ni plus tard, ni avant, ni jamais, et qui s'appelle la théorie du flow. Et donc le flow c'est l'endroit où logiquement les gens restent motivés à faire l'activité qu'ils sont en train de faire. Donc c'est-à-dire que ils y arrivent, mais c'est pas trop facile. Globalement. Si c'est trop facile, ils s'ennuient, si c'est trop dur, ils sont anxieux, ou en tout cas ils décrochent. Donc nous on veut se situer là, mais on ne veut pas que se situer là, on veut se situer aussi du côté où ça reste thérapeutique. Parce que finalement si c'est encore trop facile pour la personne, il progresse quand même pas. Donc on est encore sous une sous-section de ce schéma-là, qui est encore plus petite, et déjà que les solutions actuelles de difficultés adaptatives, qui elles cherchent juste à rester dans le flow, ont du mal à le faire, nous on veut rester dans une partie du flow, on va avoir encore plus de mal à le faire. Donc la difficulté adaptative, c'est quoi ou comment ça marche, ou c'est quoi à peu près le principe? Globalement, en rééducation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on calibre. Parce que si on ne connaît pas du tout l'individu qu'on a en face de nous, on ne sait pas du tout quoi lui proposer comme activité, même si on sait, voilà, on veut faire de la rééducation de l'épaule, très bien, mais si on ne sait pas du tout s'il sait faire 20 degrés de l'épaule ou 50, on ne sait pas quoi lui proposer. Donc on calibre sur diverses choses. Nous, spécifiquement, on est orienté un peu côté moteur. On va regarder à quel point il sait faire un mouvement rapidement, à quel point il est ample, à quel point il est précis dans son mouvement, ce genre de choses. Mais il y a tout un tas d'autres calibrations qui peuvent être effectuées, que ce soit sur le côté cognitif, de se dire, notre système, il va être délivré à quelqu'un qui n'a absolument pas conscience du côté gauche de là où il regarde. On va essayer de faire un système qui puisse quand même utiliser. Donc il y a tout un tas d'autres choses comme ça sur lesquelles on peut faire de la calibration. Ensuite, on lance une tâche à faire, je ne sais pas, toucher des cibles dans l'espace. On va mesurer en général ses performances, même s'il y a tout un tas d'autres mesures qui peuvent être faites aussi en parallèle. On va évaluer par rapport à nos critères pour savoir si finalement, est-ce qu'il a bien ou pas bien réussi la tâche qu'on lui a proposée. Et puis on ajuste la tâche, et puis on passe à la tâche suivante, etc. Donc ça c'est un peu la base. Les travaux sur la difficulté adaptative, il y en a plein. Plein. Pas tant que ça finalement, parce que déjà dans le domaine du jeu vidéo, il n'y en a pas tant que ça, parce que la majorité des game designers, etc., ils se disent, proposer de la difficulté adaptative, ça peut être bien, comme ça les joueurs, on est à peu près sûr que ce sera toujours challengeant pour eux, mais finalement ils perdent le contrôle sur l'expérience qu'ils délivrent. Donc ils ne savent plus vraiment ce qui va se passer. Et il y a peu de jeux aujourd'hui qui le font. Il y en a quelques-uns qui ont tenté, et dont il y a eu des retours un peu particuliers, parce que notamment la communauté de joueurs, la première chose qu'elle aime faire, c'est quoi les limites? C'est quoi les limites du système? Si je bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Du coup ça devient facile. Et voilà. Et donc du coup, entre
entre guillemets, ils bypassent le système des difficultés adaptatives, juste parce que ils sont malins et ils cherchent à faire autrement et ils veulent pas se galérer. Nous, dans le cas des patients, bon, lui, il fait pas ça juste pour s'amuser, il fait ça pour sa rééducation. Donc on espère quand même qu'il va un peu moins essayer de filouter par rapport au système, même si les patients le font actuellement, que ce soit avec des outils qui sont en centre ou pas. Quand il y a le thérapeute qui est dans la salle et qui dit bon, vous faites ça, machin, il commence à aller voir un autre patient. Parfois le patient ne fait rien, parfois il triche en utilisant son membre sain, celui qui a absolument aucun intérêt de faire ça, juste parce que ça le saoule et qu'il a juste pas envie de se rééduquer, ou alors il en a juste marre. Bref, il y a plein de choses. Et donc, au niveau des travaux existants, il y a des travaux sur des seuils, on regarde les ratios entre succès et échec, on fait des jauges indépendantes, on essaie de voir comment ça se passe, on essaie de prédire ce que la personne va faire, des méthodes probabilistes, des méthodes basées sur des scores. Après, il y a aussi des méthodes basées sur l'apprentissage. Alors nous, on va s'en rapprocher, mais on va pas vraiment en faire. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de deep learning, d'intelligence artificielle, machin, dans l'idée, nous on s'était dit, ça pourrait vraiment être bien, c'est un peu la vague qui se passe en ce moment. On a une fonction à optimiser, c'est essayer d'avoir une difficulté en adéquation avec la capacité. C'est super pour le deep learning. Ouais, mais en fait, le deep learning, il a besoin de données, quoi. Et nous, aujourd'hui, on fait comment ? On n'a aucune donnée. Et si on voulait en collecter à partir d'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des dispositifs pour les collecter, ce qui n'est pas encore le cas. Et du coup, pour l'instant, le machine learning, tant qu'on n'a pas de données, on ne peut pas vraiment s'en servir. Donc peut-être plus tard, quand justement suffisamment de solutions sont sorties, qu'il y aura déjà suffisamment de données accumulées, on pourra mettre en place ce genre de solutions. Mais en attendant, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc on fait du pseudo-apprentissage, on fait des algorithmes qui vont, entre guillemets, modifier certaines valeurs internes pour changer leur comportement, mais pas basé sur énormément de données, mais basé sur peu de données. Ce qui est finalement un peu la problématique qu'aujourd'hui rencontrent les chercheurs qui font du machine learning, c'est de se dire, ok, très bien, si je montre 1 milliard de photos de girafe, un algo, il est capable de le reconnaître, mais si je lui en montre 3, il n'est pas capable. L'enfant, là, il est capable de le faire. Je pense qu'il y a encore moyen de progresser là-dessus. Donc voilà, nous, on est on n'est pas vraiment dans du machine learning, mais on essaie de faire des méthodes un peu d'apprentissage. Donc au niveau du système qu'on a conçu, en partenariat du coup avec la clinique, les ergothérapeutes, les neurologues, etc. des Trois Soleils, on se base sur un Leapmotion qui est accessible dans le grand public. Bon, alors dernièrement, il y a eu un peu des news sur le fait que ça avait été racheté par un système d'aptique juste à base d'ondes, et donc on ne sait pas exactement s'ils vont continuer à le vendre ou pas, ce qui ne nous arrange pas, mais de toute façon, la vague avant de ceux qui faisaient ces solutions-là se basait sur Kinect. Kinect s'étant arrêté à l'époque, et maintenant il y a des nouvelles versions qui sont disponibles. Bref, tout ça pour se dire qu'on se base sur un Leapmotion. Un Leapmotion, c'est quoi ? C'est un petit capteur qui permet de détecter la main dans l'espace, c'est 2 caméras infrarouges, 3 diodes, et en gros, ça fait de l'analyse d'image pour essayer de comprendre quelle est la pose de vos mains dans l'espace. De base, le Leapmotion, ça se pose sur une table, on met sa main au-dessus. Dernièrement, on a plutôt tendance à la mettre sur des casques de RV pour voir ses mains directement en condition. Nous, on n'est pas parti sur des solutions de réalité virtuelle immersive, parce que c'est vrai que quand on parle de réalité virtuelle aujourd'hui, dans la recherche, c'est un peu pénible parce que c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés aujourd'hui globalement. La réalité virtuelle, globalement, c'est de l'interaction avec un environnement 3D, pour faire vraiment très très simple, et je vais même dire de la pseudo-interaction. C'est-à-dire que si j'ai un clavier et une souris, c'est pas de la RV. Si je commence à avoir un autre dispositif qui est capable de capter ce que va faire mon corps vraiment, on appelle ça de la pseudo-interaction, et là on rentre dans le cadre de la RV. Et ensuite, la RV immersive, c'est dès que vous mettez un casque, dès que vous allez dans une cave, donc c'est une espèce de salle avec des rétroproches, etc. Vous avez des lunettes stéréoscopiques, puis du coup vous pouvez voir l'environnement comme si vous y étiez, tout en voyant le fait que vous êtes quand même dans une cave, contrairement à un casque où là ça remplace complètement ce que vous voyez. Et donc, ce Leapmotion là, je passe sur les technos, ce Leapmotion là, on ne peut pas s'en servir de manière conventionnelle, on ne peut pas le mettre sur un casque parce qu'on ne va pas mettre un casque sur des patients, on va encore moins leur proposer de mettre un casque quand ils sont chez eux tout seuls alors qu'ils n'ont qu'un seul bras. En tout cas pour l'instant les casques ils n'ont pas été conçus pour être facilement mis et enlevés, etc. Donc pour l'instant on n'est pas sur des solutions immersives, on est sur des solutions non immersives, donc ça peut être un écran, un grand écran ou ce genre de choses. Nous en l'occurrence on est sur un écran à peu près de taille standard. Et donc,
on ne peut pas mettre le Leapmotion ni sur le casque parce qu'il n'y a pas de casque, ni sur la table, parce que la majorité des patients, eh ben, ils n'ont pas suffisamment de motricité pour lutter contre la pesanteur. Donc ils ont la main qui est sur la table, souvent recroquevillés, ils ont du mal à faire des mouvements, donc il faut qu'on leur laisse cette possibilité d'avoir un support. C'est pour ça qu'on retourne le Leap, on le met au-dessus, et puis on a un système pour l'accrocher. Et donc c'est non invasif, il n'a rien à mettre sur lui. Beaucoup des méthodes utilisées dans le commerce aujourd'hui se basent sur des caméras, notamment la Kinect, avec des marqueurs sur la personne à poser, que ce soit un gant à enfiler ou un espèce de truc à mettre sur l'avant-bras. Et le problème, c'est que demander à quelqu'un d'enfiler quelque chose quand il est tout seul chez lui et qu'il a qu'un bras, c'est pénible. Donc nous, on reste vraiment du côté non invasif. Et ensuite, en termes de tâches, donc on en a fait plusieurs. Ça fait quand même 3 ans que je bosse un peu sur le système, mais ça va assez lentement du côté de la santé, parce que en fait, le nombre d'allers-retours qu'il y a pu y avoir avec la clinique est quand même assez impressionnant. À chaque fois, nous, on se dit, bon, voilà, moi je suis plutôt ingénieur informaticien, j'ai pas une connaissance particulièrement... oui, je peux le chanter dans le... donc j'ai plutôt une connaissance, on va dire, soft, et du coup, quand on me demande de faire un exercice de rééducation, j'y connais pas grand-chose. Je suis obligé d'aller demander au spécialiste, il va me dire, il faudrait qu'il fasse ça. Du coup, je fais un truc, et puis du coup, il doit faire ça, et après, non, mais pas exactement ça. Et du coup, il y a tout un tas d'allers-retours, et ça dure 1 an pour essayer d'avancer. Donc, il y a des exercices plutôt orientés, par exemple, sur la flexion-extension du coude, pour aller chercher des cibles dans l'espace, qui est une activité qu'on fait assez régulièrement dans la vie quotidienne. Et puis là, en l'occurrence, nous, on sait aussi, là, on a fait un exercice, et c'est plutôt cet exercice-là que je vais présenter. On fait la pronation-supination du poignet. Pronation, c'est vers l'intérieur, supination, c'est vers l'extérieur. Vous en faites tout le temps, déjà, à partir du moment où vous avez un portable dans la main, c'est ce que vous faites le plus, probablement. Même si le pouce travaille probablement plus que le poignet. Mais... Donc, nous, on est sur un exercice, là, actuellement, de pronation-supination du poignet. On est sur un jeu thérapeutique. On s'est dit qu'on allait essayer aussi d'avoir ce côté ludique. Donc, c'est un jeu type preneur. Vous contrôlez un oiseau. De toute façon, je vais vous montrer la vidéo juste après, donc ça sera clair. Il y a, je vais quand même l'expliquer un peu avant. Il y a 5 colonnes, vous avez un oiseau, vous avez des pièces à rattraper, vous contrôlez l'oiseau en fonction de votre pronation. Bien évidemment, la pronation est calibrée, l'amplitude de votre mouvement est calibrée, c'est-à-dire qu'au tout début du système, je suis en train de dire ce qui va se passer dans la suite, donc on verra. Et donc, ça va permettre de faire travailler l'amplitude, la vitesse, la précision, et tout un tas de notions du mouvement. Donc là, c'est 2 vidéos qui ont été prises. Pour celle de gauche, il y a 2 ans et demi, quand j'étais encore en stage dans ce même laboratoire sur le même sujet. Bon, là, on était sur une tâche de pointage où en fait on avait fait tester le système sur une dizaine de patients pour voir à quel point c'était utilisable, est-ce que les patients comprenaient bien ce qu'ils devaient faire, etc. Et là, à droite, c'est les derniers tests qu'on fait passer sur des patients actuellement à la clinique pour voir justement comment ils se servent du système, est-ce que le système fonctionne bien. Parce que bien évidemment, on a pris Leapmotion, donc c'est accessible, n'importe qui peut l'acheter, c'est pas cher. Super. Le problème, c'est que les algorithmes internes, nous au début, on s'est dit, on va voir si ça peut marcher sans qu'on y touche. Sauf que Leapmotion, ils n'ont pas fait ça pour des patients post-AVC qui ont des mains qui sont soit complètement fermées, soit avec des positions un peu étranges. Et auquel cas, on essaie aussi de voir quelles sont un peu les limites du Leapmotion par rapport aux mains pathologiques des patients. Donc, on s'est dit, ok, on a un système, on a un dispositif, on a un exercice, très bien, maintenant, comment on va faire pour adapter la difficulté? Et donc là, pareil, beaucoup de discussions avec les ergothérapeutes. Et donc on est parti sur le même principe de base, d'avoir toujours cette notion de calibration, cette notion de... on va mesurer quelque chose pendant l'exercice pour essayer de voir si ça marche bien. On évalue et puis on met à jour le système. Puis on s'est dit, bon, les solutions, il en existe déjà. Pourquoi on ne partirait pas sur une solution qui existe déjà? Parce que la majorité, elles sont basées sur l'exercice qu'on propose. Donc en l'occurrence, dès qu'on va vouloir, on va dire, mettre à disposition un nouvel exercice pour un patient, il faut tout refaire. Donc nous on s'est dit, ok, mais ce serait bien d'avoir un framework quand même, un truc un peu tout fait qui permette à la personne de pouvoir gérer la difficulté de ces différents exercices. Et donc on s'est dit, bon, on va l'appliquer déjà sur notre premier système, puis ensuite on verra pour le second. Donc sur le premier système,
On est parti, enfin, pour s'abstraire de ça, on part des capacités motrices. Donc en gros, les capacités motrices, quel que soit l'exercice de rééducation qu'on va pouvoir pratiquer par la suite, on passe forcément par là. C'est-à-dire que l'amplitude, qu'on parle du coude, qu'on parle du poignet, qu'on parle de l'épaule, ce sera pareil. Le maintien, c'est le fait d'être capable de maintenir son mouvement. La vitesse, c'est d'être capable de le faire vite, etc. Donc indépendamment de ce qu'on va faire travailler à la personne, on va se baser uniquement sur les capacités motrices pour avoir cette notion d'abstraction entre l'exercice et sa difficulté et finalement ce que pratique vraiment le patient. Donc là, dans notre situation, on a fait une première passe pour dire ok, on a des capacités motrices, très bien. Si on descend au niveau d'abstraction et qu'on l'applique à l'exercice de pronation-supination, qu'est-ce que ça donne? On a des colonnes. Donc là, on est parti sur 5 pour l'instant, mais le système peut largement s'adapter à plus. L'objectif, c'était de limiter la précision, parce que la majorité des patients, en plus, ont des tremblements, de la spasticité. Donc la spasticité, c'est le fait d'avoir des muscles qui se contractent et de ne pas pouvoir les décontracter soi-même, obligé de s'étirer parfois les membres. Et donc, on est parti sur ces choses-là et on les a traduits. La première, par exemple, l'amplitude, on s'est dit, ok, l'objectif numéro 1 de la pronation-supination, c'est essayer de récupérer de l'amplitude. Donc d'essayer que la personne ait soit une plus grande supination, soit si elle commence en supination, une plus grande pronation, soit si elle commence en position intermédiaire, augmenter des deux côtés. Donc là, en l'occurrence, on va prendre tous les exemples comme si la personne partait de pronation, donc main contre la table, et qu'elle devait aller paume face au ciel. Donc la première, c'est, ok, la colonne 5, c'est la colonne qui est la plus difficilement accessible pour elle. Faire ce mouvement-là, c'est très difficile. La majorité des patients, ils n'ont pas du tout les 180 degrés de mouvement. Ils sont beaucoup, c'est beaucoup moins fort. Et donc, on va placer des pièces dans la colonne la plus éloignée pour essayer de lui faire aller jusque-là et faire augmenter son amplitude. Bien évidemment, la dernière colonne, elle est pensée pour que ce soit à la fois accessible et à la fois la zone la plus difficile qu'il puisse accéder. Puis ensuite, on fait la même chose pour le maintien, donc le fait de se dire qu'il faut qu'on place plusieurs cibles consécutives pour qu'ils restent dans la même colonne. Pareil pour la vitesse, le fait de faire des mouvements plus amples. Et la précision, le relâchement. Le relâchement, c'est plutôt, on va dire, la capacité neutre. C'est le fait de dire, ok, je suis capable de revenir en position de repos. Et globalement, après, dans nos calculs, nous, on considère que c'est censé être plus facile. Même si finalement, ça va dépendre aussi de la spasticité du patient. Donc on a notre phase de calibration. On affiche quelque chose au patient pour lui dire, voilà, posez votre main sur la table. Ensuite, ne bougez plus le temps que le système soit capable de détecter votre main. Une fois qu'il a détecté votre main, allez le plus loin possible pour qu'on puisse mesurer votre amplitude. On rentre ce système-là là-dedans et ensuite on va partir dans la manière dont on calcule nos difficultés. Je vais passer un peu rapidement parce que ça fait déjà quasiment une petite heure qu'on commence à en parler. Donc là, en termes de difficultés, on a des difficultés d'aptitude, des difficultés de capacité sur les aptitudes dont on vous a parlé précédemment, et des difficultés sur l'endurance. Parce que finalement, ok, je vais aller attraper des cibles de manière consécutive, mais plus j'ai de cibles et plus c'est long, plus la difficulté aussi augmente dans le temps, parce que la personne fatigue, parce que la personne fatigue, essentiellement, c'est ça dont on parle l'endurance. Donc on a une description de difficulté ligne par ligne, qui correspond à l'aptitude et l'endurance, et on va moyenner tout ça. Et on a aussi des coefficients d'aptitude, pour l'instant déterminés en partenariat avec la clinique. C'est des coefficients, on va dire, où dans l'idée, quand on aura suffisamment de données, ces coefficients-là, ils ne seront pas déterminés de manière arbitraire, mais ils seront déterminés de manière calculée. C'est-à-dire que on va voir en faisant passer plein de patients dessus pour voir quelles sont leurs réelles difficultés. Et puis ensuite, on va résoudre le système d'équation pour être capable de retrouver les facteurs qui correspondent bien aux difficultés adéquates. Donc on a des coefficients d'aptitude. Ces coefficients d'aptitude, la V2, V3, V4, machin, ça correspond à vitesse pour aller en colonne 2, vitesse pour aller en colonne 3, vitesse pour aller en colonne 4. P, c'est le fait d'être capable d'être précis, dépendamment de la colonne. A4, A5, c'est l'amplitude colonne 4, l'amplitude colonne 5. M, c'est le maintien et R, c'est le relâchement. Et donc, on va faire tout un tas de calculs que je ne vais pas forcément expliciter ici. Vu que de base, cette 13 existait quand même un peu avant que je vienne là. Et puis ensuite, on a une difficulté d'endurance qui est basée essentiellement sur deux courbes de la même manière, empiriquement définies par les ergothérapeutes, les chargés de recherche de la clinique, mais qui, à terme, on l'espère, sera remplacée par des données, disons, réelles, et probablement avec des classifications de patients.
C'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de patients qui vont avoir des résultats différents. On va générer des classes, on va dire ok, ceux-là ils se ressemblent suffisamment, ceux-là ils se ressemblent suffisamment, etc. Et puis ensuite on va générer nos courbes par rapport à ces classes de patients-là pour que ça fonctionne bien dans tous les cas. Du coup, ça nous donne nos calculs de difficulté globale qui sont les difficultés de la ligne, le fait qu'on les normalise, et ensuite le fait qu'on fasse la moyenne des normalisations des difficultés qui elle-même est normalisée. Bref. Tout ça après pour dire aussi que là c'est bien, on est capable d'estimer la difficulté d'un exercice, mais encore faut-il être capable maintenant de générer les exercices qui correspondent aux difficultés qu'on veut. Et le problème, c'est que ce modèle-là, il ne nous permet pas de faire une génération, on va dire, directe, dans le sens où, au fur et à mesure qu'on génère l'exercice, on modifie son propre niveau de difficulté, et donc être capable de connaître son niveau de difficulté avant qu'il existe, on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on est obligé, c'est faire de la recherche, on va explorer différents chemins, et puis on va essayer de sélectionner le meilleur, et on se donne voilà, des critères de pondération, et de se dire, bon, on cherche un niveau de difficulté environ de 0,5, qui est donc la difficulté moyenne, et on va le chercher, on se donne tant d'itérations pour le faire, et puis on se donne un maximum d'écart de temps aussi. Donc si on arrive à trouver quelque chose de suffisamment proche, suffisamment tôt, on ne va pas aller jusqu'au maximum d'itérations. Donc ça donne des niveaux voilà, qu'on génère, et puis ensuite on les sélectionne pour être au plus proche de ce qu'on souhaite, mais on n'a pas le niveau représentatif de la difficulté qu'on voudrait mettre à disposition. On a un niveau qui s'en rapproche. Ce qui génère donc des niveaux ayant des têtes un peu différentes, soit les niveaux les plus faciles, très peu de mouvement, très peu d'amplitude, etc. Et plus on va dans des niveaux difficiles, plus il va y avoir une accélération et une amplitude qui augmente. Et donc, pour l'instant, en termes de mesure et d'ajustement, on est de la même manière resté sur quelque chose de très simple, dans le sens où, si avec simple, on est capable déjà de répondre à la problématique, pourquoi faire compliqué? Donc, pour lancer nos expérimentations, on est basé sur un système très simple qui est de dire on cherche une performance entre temps et temps, en l'occurrence 60 et 80%. S'il fait moins que cette performance-là, on considère qu'il a raté. Alors, on cherche entre 60 et 80%. Pourquoi? Parce qu'on veut à la fois que ce soit quand même suffisamment facile pour lui et en même temps suffisamment difficile. Cet objectif de performance, bon là, les 60-80%, je pense que c'est pas exactement ça, mais bref, c'est des anciens slides. Et donc voilà, on regarde en fonction du ratio de pièces. Et en fonction du ratio, on va lui proposer des exercices à la suite, soit plus faciles, soit plus difficiles. L'objectif étant toujours de rester dans un exercice suffisamment difficile pour qu'il travaille et suffisamment facile pour qu'il réussisse un minimum. Voilà, ça c'était un peu tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et là, c'est la petite conclusion qui récapitule un peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, notre objectif c'était quoi? C'était d'adapter la difficulté à chaque patient. De faire ça pour avoir un effet à la fois thérapeutique et à la fois un effet motivationnel. On le fait en se basant sur des capacités motrices et non pas sur les activités qu'on propose pour avoir un niveau d'abstraction qui va nous permettre de générer un framework. Et bien évidemment, l'objectif d'après, c'est d'évaluer si ça marche. Alors on a déjà commencé des tests. Je n'ai pas présenté les résultats ici. Je n'ai pas ni eu le temps de les inclure, ni entre guillemets. Vu qu'on est en plein milieu, ce seraient des données qui ne sont pas encore complètement abouties. Donc, on a déjà fait passer une trentaine de sujets sains, donc des gens de l'université, pour voir comment le système fonctionne et si déjà, sur des sujets sains, notre système d'adaptation à la difficulté fonctionne, pour voir s'il est cohérent finalement. Actuellement, c'est le cas, mais sur des sujets sains, notre système, qui pour l'instant ne touche qu'à la topologie des pièces, la topologie des cibles, ne fait varier finalement que très faiblement les performances des sujets sains. Normal, le système n'a pas été conçu pour eux. Et donc là, en ce moment, on fait passer des patients dessus afin de voir à quel point ça fonctionne bien et si finalement le système peut être utilisé par la suite et peut être la base d'un framework. Donc là, on a une vingtaine de patients qui sont déjà passés. On commence déjà à avoir des résultats plutôt probants. Le gros problème du côté des patients, c'est que ils ont des résultats avec des écarts types de malades. Dans le sens où un sujet sain, il est plutôt cohérent. S'il récupère
une cinquantaine de pièces au niveau facile, il va en récupérer un peu plus au niveau difficile, très bien. Là, le problème, c'est que les écarts sont quand même assez différents et pas systématiquement cohérents, parce que au-delà de la difficulté motrice que peut avoir le patient, il y a toutes les difficultés cognitives de compréhension de l'exercice. Est-ce que je suis déjà suffisamment familiarisé avec ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pas un moment où je décroche? Il y a des patients, ils commencent, ils réussissent très bien, puis d'un seul coup, ils décrochent. Juste comme ça. On voit qu'ils sont plus actifs, sauf qu'ils avaient compris avant comment il fallait faire, donc on sait juste pas pourquoi ils continuent pas. C'est pas de la fatigue, il y en a certains qui s'arrêtent pour de la fatigue, mais il y en a certains c'est pas pour ça. Et donc on essaie aussi de comprendre un peu mieux quels sont les critères qui font que les patients ont des résultats aussi différents par rapport à eux-mêmes. Donc là, j'ai pas expliqué quelle était notre méthode pour évaluer notre système de difficulté, mais pour faire très simple, on a généré 3 niveaux, un facile, un moyen, un difficile. On les fait passer dans un ordre particulier à chaque personne, l'ordre étant randomisé pour que les personnes n'aient pas le même et qu'on puisse contrecarrer les effets d'ordre, etc., etc. Et donc on essaie de voir si les personnes ont bien des performances en adéquation avec la difficulté qu'on a étiquetée sur le niveau. Et donc là, le problème, c'est que pour un patient donné, il pourrait très bien avoir un truc un peu plus fort au niveau du facile, un peu plus faible au niveau du moyen, et puis beaucoup plus faible au niveau du difficile. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si ce que j'ai dit était correct, mais mon objectif, c'était pas de dire que c'était pas. Bref. Et donc, la suite, c'est de constituer ce framework une fois qu'on a validé notre modèle. Donc, si vous avez des questions sur le système, sur comment ça marche, sur l'AVC, c'est maintenant. Et sinon, après, je pourrais aussi, s'il y en a qui sont intéressés soit par des thèses, soit par des thèses CIF, ou des thèses en entreprise. Voilà. Est-ce que ça marche le micro comme ça? Juste voir si le micro marche. Ça a l'air de marcher. Du coup, ceux qui ont des questions. Donc pour ce qui est d'un framework de difficulté adaptative, c'est quelque chose, c'est une base qui serait possiblement reprendre dans d'autres types de jeux thérapeutiques. Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer, d'autres jeux thérapeutiques sur la motricité. D'accord. C'est-à-dire que là, actuellement, le framework ne serait pas fonctionnel si on commence à parler de cognition, de compréhension ou ce genre de choses. Mais tant qu'on reste sur de la motricité, que ce soit ensuite de l'individuation des doigts, du mouvement, là, le poignet, on a fait la pronation-supination, il reste la flexion-extension, il reste aussi ce mouvement-là, donc j'ai oublié les noms. Donc il reste les mêmes indicateurs, grosso modo, d'amplitude, de précision, ce genre de choses. Voilà. En fait, finalement, on prend les caractéristiques d'un mouvement en général, qui sont l'amplitude, la vitesse, la précision. Là, on s'est limité déjà à ça, mais en réalité, il y a tout un tas d'autres critères. Et au-delà de ces autres critères-là, même pour les critères qu'on a sélectionnés, il y a déjà plusieurs manières de les calculer. Notamment, par exemple, ne serait-ce qu'une trajectoire idéale. Donc ça, c'est facile à connaître quand on connaît la tâche qu'on veut faire. On fait passer des sujets sains qui font la tâche. On regarde c'est quoi la courbe moyenne, et puis on se dit, voilà, ça c'est ce que la personne est censée faire. Maintenant, si l'objectif c'est de calculer à quel point la personne n'a pas fait ce qui a été demandé, là on parle de courbe en 3D, entre une courbe qui va être un peu décalée comme ça, mais qui a une longueur identique, ça reste facile, on fait du point à point. Maintenant, si je commence à faire n'importe quoi autour, comment je suis capable de dire à quel point j'étais bon ou pas. Et donc, voilà, comparer des espaces de courbes, c'est pas évident. Donc, il y a plein de méthodes de calcul. Pour l'instant, on se base sur aussi ce en quoi croit la clinique. Et donc voilà, ça c'est vraiment motricité. Je me doute que c'est un travail de longue haleine. C'est plutôt sur le déroulé. Est-ce qu'il y a eu des moments de remise en question complète de la manière dont vous avez vu un modèle ou ce genre de choses? À peu près tous les jours. Non, peut-être pas à ce point-là, mais non, globalement, bon, si je replace un peu ce travail-là dans le cadre de ma thèse, initialement ma thèse, ça s'appelle pas conception de la difficulté adaptative pour la rééducation, blablabla. Donc initialement, c'était même pas là-dessus qu'on partait. Déjà, on partait sur conception et évaluation d'un système d'auto-rééducation motrice post-AVC. Et donc, au fur et à mesure qu'on a conçu le système en partenariat avec les thérapeutes, à un moment, on a rencontré ce problème de difficulté adaptative.
C'est à ce moment-là qu'on a fait un état de l'art dessus et qu'on s'est dit, bah, il y a des trucs, mais franchement, c'est pas ce dont on a besoin pour ce qu'on veut faire. Donc si ça n'existe pas, bah, faisons quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé un peu à lancer ce projet-là. Et en réalité, ce projet-là a énormément évolué aussi. Le fond des aptitudes était toujours là. Mais au début, on ne l'appelait pas du tout modèle basé sur les aptitudes. C'était pas du tout ça. Et il a énormément évolué. Et même encore aujourd'hui, on se pose la question de savoir, bah, on a fait un modèle, mais on n'a pas la preuve que c'est le meilleur. Déjà parce qu'on pourrait difficilement le comparer à d'autres. Et surtout parce que bah, ça reste beaucoup de travail aussi. Comment dire, c'est pas juste j'ai un algorithme de détection de tumeurs, etc. Et puis je le compare à d'autres algorithmes sur la même base de données. Là, il y a des gens, ces gens ils sont différents. Une fois qu'ils sont passés sur le système, ils peuvent plus repasser dessus sinon on inclut des biais. Et donc du coup, bah, ou alors il faut qu'on repasse exactement la même cohorte de personnes. Et du coup, il y a tout un tas d'autres difficultés qui viennent de l'aspect humain, finalement. Et donc oui, même aujourd'hui, on pourrait très bien encore remettre le modèle en question, et il en existe probablement de meilleurs. Disons que pour l'instant, on est parti sur une base simple, pour voir si déjà ça fonctionne, et si ça fonctionne, ensuite, le mieux c'est quand même de faire des améliorations incrémentales, plutôt que de tout changer à chaque fois. Une autre question? Le jeu c'était un runner. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de jeux qui s'adaptent tout aussi bien à ce genre de rééducation? Est-ce qu'on pourrait faire d'autres? Bah, en fait, on peut faire tout et n'importe quoi. Disons que on a énormément de limitations en termes de cognition. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça demande aux patients. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas. Disons que si on vise l'auto-rééducation, enfin la rééducation motrice, et qu'on commence à mettre des jeux dans lesquels la cognition est plus impliquée, en fait on déséquilibre la chose et on se rééduque peut-être moins au niveau moteur qu'au niveau cognitif. Par exemple, il y a d'autres recherches qui sont intéressantes sur ce sujet-là, notamment des recherches qui cherchent à faire la cognition et le moteur en même temps par rapport aux zones cérébrales touchées. Parce qu'en fonction des zones cérébrales touchées, il y a certains types de moteurs qui sont impliqués et certains types de déficits cognitifs. Et donc on se dit, mais vu qu'on parle d'une zone cérébrale qui a été touchée, si on arrive à faire de la rééducation à la fois cognitive sur ce que la zone impliquait, je ne sais pas, par exemple la compréhension du langage, et en même temps sur l'hémiparésie du membre supérieur, ben finalement on arriverait peut-être à améliorer encore plus la rapidité de la récupération, des deux à la fois, vu qu'on parle du même endroit cérébral qui permettait de faire ces deux fonctions totalement différentes. Je vais dire une connerie, mais genre compléter une phrase à trous en attrapant le mot avec son bras gauche. Typiquement, ça c'est des exercices où on pourrait se dire, bah, ça ferait rééduquer les deux en même temps, et peut-être que ça améliorerait d'autant plus la rééducation. Problème, toujours pas de preuve, hein, on ne sait toujours pas où ça en est exactement, on ne sait pas si ça vaut vraiment le coup de se pencher là-dessus. Nous, on ne s'est pas tant que ça penché là-dessus, parce qu'au début de ma thèse, déjà, on était sur du moteur. Initialement, ma thèse, déjà, c'était pas pour les chroniques, c'était en phase aiguë, c'était sur... Et du coup, par exemple, en phase aiguë, la question de mettre du cognitif se posait pas. Donc on est parti sur du moteur, et ensuite on n'est pas reparti sur du cognitif. C'est quoi la phase aiguë? La phase aiguë, c'est les 14 premiers jours d'hospitalisation du patient. Donc on va dire qu'il est encore suffisamment sous le choc de l'AVC pour qu'on lui fasse reprendre rapidement. On le fait un peu parler, on le fait un peu bouger, notamment plutôt au niveau du membre inférieur que du membre supérieur. MindMaze, une des entreprises que j'ai présentées tout à l'heure, elle, son créneau, c'est la rééducation en phase aiguë, donc en hôpital du membre sup, la photo qui est en haut à gauche. Mais c'est tout récent, et faire travailler du cognitif en aiguë, c'était pas possible. Enfin, c'était difficilement imaginable. Donc c'est
tout un tas de critères qui nous ont amenés à finalement rester sur du moteur. On pourrait très bien mélanger les deux, et en l'occurrence, on pourrait très bien faire tout un tas d'autres exercices moteurs. Ces exercices-là, par contre, on ne peut pas les créer de n'importe quelle manière, de la même manière que là, ce système-là, il n'a pas été créé de n'importe quelle manière non plus. On est obligé de faire ça en partenariat avec des thérapeutes qui, eux, connaissent leur métier, la manière dont ils font la rééducation conventionnelle aujourd'hui, et auquel cas, il faut que au moins leur pressentiment sur l'aspect thérapeutique du système soit valable. Parce que, typiquement, on peut utiliser on peut avoir d'autres types de jeux thérapeutiques, mais avoir d'autres types de jeux n'implique pas forcément qu'ils soient thérapeutiques. Par exemple, les systèmes de Wii dont les gens se servent pour faire de la rééducation du membre supérieur, c'est aussi un jeu, c'est un autre jeu, mais il n'a pas été conçu de manière thérapeutique, donc il y a des mouvements peut-être de compensation du tronc ou ce genre de choses. On ne peut pas régler la difficulté. Si la personne n'arrive pas à faire le mouvement, c'est fini. Il y a tout un tas d'autres critères comme ça. Mais en réalité, actuellement, parmi l'ensemble des solutions qui sont proposées, il y a des solutions, on va dire, entre guillemets, jeux de tout type. Ça peut être... là, tout en bas à gauche, c'était une main qui permettait de contrôler un vaisseau dans l'espace, en fonction de l'orientation. Juste en dessous, c'était le fait d'être capable de suivre une trajectoire en passant à travers des anneaux. Après, il y avait le fait de poser un verre sur une table. À droite, c'était un système, entre guillemets, plus à destination commerciale, même si c'est pas forcément ce qui est dit dans le papier, mais où là, l'objectif, il y avait soit de rattraper des balles avec son bras, soit de passer dans des positions, comme le jeu japonais dont j'ai oublié le nom. Et donc voilà, il y a tout un tas d'exercices différents. Après, disons que dans l'idée, ce qu'il faudrait, c'est avoir plein d'exercices pour la même activité de récupération motrice. Typiquement, là on parle de pronation, supination du poignet. On a fait un exercice, c'est un runner. On pourrait très bien faire 50 autres exercices différents pour permettre à la fois aux patients d'avoir de la variété. Basé sur le mouvement. Basé sur le même mouvement. On peut en faire sur d'autres mouvements. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir une solution qui, à la fois, permet de s'appliquer à différents mouvements, notamment épaules, coudes, poignets, individuation des doigts, nanana. Et pour chacun de ces différents mouvements, d'avoir de multiples exercices pour permettre d'avoir de la variabilité dans les exercices, d'améliorer la motivation du patient, parce que le patient, il n'est pas forcément obligé d'adhérer à un jeu de type runner, et peut-être il adhérera à une autre solution, et lui permettre aussi de, même s'il adhère à celui-là, peut-être qu'il ne va pas y adhérer pendant 10 ans. Donc à un moment, il faut aussi qu'on fasse cette variété. Et il y avait un truc aussi auquel j'ai pensé, qui était... Manger les exercices en fonction des jeux pour avoir une rééducation progressive sur tout le monde, par exemple. Ça, dans l'idée, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Bon, problématique numéro 1, c'est pas quelque chose qu'on peut adresser tout de suite, dans le sens où s'il nous faut 1 an pour savoir en fait, disons que le problème, par exemple, c'est aujourd'hui, la méthode qui consiste à aller du proximal au distal et mélanger petit à petit n'est pas prouvée comme meilleure que d'individualiser. Donc, aujourd'hui, ce que disent toutes les autorités de santé, c'est faites de tout. Vous faites à la fois des exercices où vous exercez individuellement un membre, à la fois un exercice où vous combinez, où vous faites de la coordination, et notamment, il y a aussi de la rééducation unilatérale. J'utilise que mon membre parétique. En général, elle est un peu plus intensive parce que justement, j'utilise que celui-là. Et il y a aussi de la rééducation bilatérale. J'utilise mes deux mains, mon membre sain et mon membre pas sain. Dans cette rééducation-là, soit on peut demander de faire les mêmes mouvements de manière synchrone. Par exemple, il y a un jeu où il faut ramer, ou faire des trucs justement asynchrones, enfin différents de chaque côté. Ce qui est vraiment pas évident, déjà qu'ils ont des difficultés motrices, mais en plus là on rajoute un niveau de cognition qui est déjà pas évident pour les personnes, pas pour tout le monde, sans AVC. Mais une des autres problématiques qu'on a aussi dans ce domaine-là, c'est à quel point les activités qu'on doit proposer, elles doivent être faciles ou difficiles, dans le sens où plus c'est difficile, plus c'est censé le rééduquer. S'il y arrive, toujours dans la notion où il y arrive un petit peu. Alors que si on lui demande quelque chose de facile, ça ne réduit pas tant de ça.
Donc demander à des patients de faire cet exercice-là, que je n'ai pas réussi, c'est probablement bon dans l'absolu, mais ils sont capables de le faire ne serait-ce qu'un minimum. C'est ça aussi le problème. Donc mélanger les exercices, à terme, c'est probablement ce qui se passera. Il y aura des exercices pour chaque membre, il y aura des exercices pour des membres combinés, il y aura des exercices qui concentrent à la fois la main gauche et la main droite. Il y a même d'autres types de rééducation, par exemple la rééducation miroir. En fait, elle est issue d'une rééducation, enfin, elle est issue d'un système où il y a des gens qui ont été amputés. Donc, on a eu la main coupée, on place un miroir, ils placent leurs membres sains d'un côté, et puis en fait ils regardent et ils ont l'impression d'avoir leur membre parétique qui existe à nouveau. Donc ça de base, ça leur permettait d'avoir plus mal, parce qu'ils voyaient leurs membres et du coup perte de douleur. Si on pique dans la main, on sent vraiment comme si c'est une main en plastique. Ouais, il y a ça et des expériences comme ça aussi qui montrent justement ce phénomène qu'on a aussi en réalité virtuelle, qui est le phénomène d'embodiment. Je ne sais pas comment traduire en français d'ailleurs, mais le fait d'être l'incarnation. En gros, c'est le fait de penser que le membre qu'on voit, c'est vraiment le sien. Et du coup, ça permet potentiellement, dans le cadre de la rééducation, on n'a toujours pas de certitude, mais potentiellement d'améliorer cette rééducation. Notamment, donc de base, c'était fait pour les membres fantômes, pour enlever la douleur, et il y a une méthode de rééducation qui s'est basée là-dessus. Pour justement dire, bah, vous faites les mêmes mouvements en simultané de chaque côté, et en fait, votre cerveau, vu qu'il a l'impression de voir votre membre parétique bouger de la même manière que votre membre sain, et bah, ça va le faire travailler plus que si vous regardiez juste votre main et que vous essayez de faire le truc sans y arriver. Et de la même manière, après ça se transpose en réalité virtuelle. On peut mettre un casque ou un écran par devant, et puis on a une caméra, et Au niveau de l'acquisition de ces mouvements-là par les enfants. Parler. Par les enfants. Parce que bon, à la base, on ne sait pas les faire, ces mouvements-là. Oui. Les enfants le font. Est-ce qu'il y a des recherches qui peuvent être utilisées ensuite pour la rééducation? Et qu'est-ce que ça raconte? Alors attends, on commence la question s'il te plaît. C'est-à-dire que là, l'exercice, c'est de redonner un mouvement à quelqu'un qu'on a perdu l'usage. Oui. Est-ce que ça se rapproche de la façon dont les enfants acquièrent le mouvement eux-mêmes quand ils sont petits? Alors ça, c'est compliqué. En gros, il y a deux théories. Il y a la théorie de l'apprentissage moteur et la théorie du réapprentissage moteur. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est exactement celle que tu poses, qui est, est-ce qu'apprendre, c'est réapprendre? C'est la même chose. Et bah, bon, premièrement, je ne suis pas suffisamment bien placé pour dire oui ou non, même si j'aurais plutôt tendance à dire pas tout à fait. Parce que déjà, entre quelqu'un qui ne sait pas faire, donc qui a un cerveau qui est construit et qui n'a pas encore les connexions synaptiques pour faire en l'occurrence ce mouvement-là, et quelqu'un qui a eu ces connexions, je pense que, et je dis bien je pense parce que là, pour le coup, c'est pas forcément complètement appuyé, je pense que pour quelqu'un qui a perdu toutes les zones qui lui permettaient de faire ce mouvement-là, c'est la même chose. Du coup, c'est comme s'il ne l'avait jamais appris. Ok, premier cas, on va dire simple. Le deuxième, c'est il lui en reste un petit peu. Il lui reste quand même quelques zones où il savait déjà faire la chose. Alors là, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est le réseau neuronal est encore pas suffisamment touché pour pouvoir se reconstruire au même endroit. Et auquel cas, moi j'aurais tendance à dire que l'apprentissage et le réapprentissage, c'est pas tout à fait la même chose, mais peut-être que la manière dont on le fait, c'est-à-dire par l'expérience, par le fait de répéter le même mouvement, finalement c'est pas si loin que ça. Et il y a autre chose aussi qui peut se produire, qui est le réseau est trop touché, la fonction va se loger ailleurs. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on constate, notamment chez certains types d'autistes, pas forcément autistes, mais en tout cas chez certaines personnes. Notamment, il y a un exemple assez connu qui est une enfant qui a appris dès son jeune âge, je ne saurais pas dire l'âge, mais assez jeune, aux alentours de 6 ans, on va dire, à jouer aux échecs.
avec un père qui était bien costaud, comme ça elle a bien appris, hein, pas juste à l'arrache. Et ben, il s'est avéré que cette même personne, quand on lui fait donc une IRM fonctionnelle, analyse du cerveau en temps réel, eh bien, la partie du cerveau qui est normalement dédiée à la reconnaissance des visages, chez une majorité de personnes, elle est dédiée à la reconnaissance des patterns d'échecs. Elle reconnaît les patterns d'échecs comme quand nous on reconnaît un visage. Même si on ne peut pas dire la sensation que c'est, mais en gros ça utilise le même endroit au niveau du cerveau. Parce que finalement, l'endroit de reconnaissance du visage, c'est pas autant développé que celui de la reconnaissance des échecs. Ça a pris le pas, et aujourd'hui, par exemple, une demande de reconnaître un visage, elle n'est pas très bonne. Forcément. Que la partie a été prise et que ça n'a pas été libéré, entre guillemets, ailleurs. Mais donc, il y a un peu ces deux notions-là de reconstruction au même endroit, reconstruction à un endroit différent. Et pour le coup, les recherches ne sont pas encore suffisamment avancées pour qu'on puisse dire exactement ce qui va se passer et si c'est exactement la même chose. Parce que dans le cadre où on reconstitue un réseau à un endroit différent, est-ce que c'est uniquement le fait de refaire la répétition de la même chose, ou est-ce que c'est peut-être le fait de faire dans un certain cadre ou... En tout cas, une chose qui est intéressante à savoir, c'est de se dire que quand on a une neuroplasticité qui est très forte, c'est pour ça qu'on apprend super vite, parce que les réseaux se construisent très rapidement, et juste après un AVC, la neuroplasticité, elle a un gros pic qui permet justement d'avoir un cerveau plus malléable et qui apprend plus vite. Au niveau de la phase aiguë? Au niveau de la phase aiguë, et on va dire, cette neuroplasticité, ça fait, on va dire, un pic, et ensuite ça descend progressivement. On va dire peut-être un peu plus lissé, disons, mais pic au niveau du moment où il y a eu l'AVC. Pendant les premiers jours, c'est là que la neuroplasticité est la plus forte. Au fur et à mesure, ça descend jusqu'à atteindre le plateau aux alentours de 6 mois. Et c'est aussi pour ça qu'au bout de 6 mois, on se dit, bon, bah, votre pic de neuroplasticité est un peu passé, le fait de réapprendre, ça va être plus dur pour vous. Vous pouvez retourner chez vous. D'où l'intérêt de concentrer la rééducation sur la phase aiguë. Alors, il y en a qui font ça. Nous, au début, c'est ce qu'on voulait faire. On a vu aussi qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça, donc on s'est dit, on va peut-être faire autre chose. Risque de changer, et pas forcément que dans le bon sens. Un exemple typique, c'est la rééducation par contrainte induite. C'est une rééducation où le principe c'est simple, vous avez un membre parétique, vous avez du mal à le bouger, vous avez un membre, vous pouvez tout faire avec, c'est super cool. Et bien ce membre-là, on vous l'attache. Vous ne pouvez plus rien faire avec. Maintenant tu te débrouilles avec ton membre qui a du mal à faire des trucs. Dans ce cas-là, on va oublier celui qui marche bien. Exactement. Ce qui va se passer, c'est que au moment où on explique de neuroplasticité, le fait de ne pas se servir de son membre, notamment pendant les 14 premiers jours d'hospitalisation, etc., en fait, c'est pas bon. Parce que du coup, ma progression du membre parétique, forcément, explose. Je vais apprendre beaucoup plus vite. Et par contre, je commence à oublier comment me servir de l'autre. Ce qui n'est pas top. Donc aujourd'hui, il est déconseillé de pratiquer cette méthode-là en phase aiguë. Parce que c'est beaucoup... Enfin, vu que ça empêche un mouvement de continuer à faire que les réseaux s'activent, et bah, ils disparaissent. En tout cas, ils diminuent. Parce qu'après, bon, la récupération, elle n'est pas non plus... C'est pas... Finalement, j'ai récupéré lui et lui, je l'ai plus. J'ai récupéré lui et lui, finalement, c'est pas un peu dur. Et je vais devoir me rééduquer les deux membres. C'est pas très mal. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à faire de la recherche dans ce domaine-là, notamment en phase aiguë. Ça peut être risqué. Il y a des gens, bah voilà, on leur a dit, hey, ça vous dit de tester ça, ça marche super bien. Et à la fin, ils ont fait, hey, j'ai du mal à me servir de moi maintenant. Ah ouais, dommage. Super. Et l'autre problème, c'est, ça dure 14 jours. Les recherches qui sont menées dans ces secteurs-là, les mecs, ils font partie des hôpitaux, ça fait déjà 6 mois qu'ils ont prévu le truc et il faut que ce soit cadré, quoi. Le temps que la personne, elle vient d'avoir son AVC, elle se réveille, on lui dit « Hey, j'ai une super méthode de rééducation pour vous ». Le mec, déjà, il fait quoi? Je suis où? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, il y a 14 jours. Sachant que de base, on a 14 jours pour se rétracter de ce genre de recherche, machin. Ouais, super. Donc, faire des recherches en phase aiguë, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce qu'on est quand même initialement un laboratoire de recherche en réalité virtuelle. On a des partenariats avec une clinique, c'est cool. On a essayé d'avoir des partenariats avec un hôpital. Ils sont un peu surchargés, donc c'est compliqué.
Et donc on s'est dit, bon, bah, la phase aiguë, il y a des gens qui s'en occupent, en Suisse. Ça a l'air pas trop mal avancé de ce côté-là. On va s'intéresser à la phase chronique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a juste des gens qui rentrent chez eux et qui n'ont pas d'indépendance, ils n'arrivent pas à bouger leurs bras, ils compensent tout le temps. Et il y a des recherches récentes qui disent, mais en fait, tu sais, il y a le pic de neuroplasticité et au bout de 6 mois, c'est mort. Non, au bout de 6 mois, c'est pas mort. Si tu t'exerces, tu vas pouvoir récupérer, mais il faut un minimum faire des efforts. Et faire des efforts quand on est dépressif, quand on n'a pas trop de volonté, ça marche pas très vite. Ah ouais, deuxième AVC, après, du coup, repique de neuroplasticité, mais bon, ça reste compliqué. Ça veut dire qu'en fait, le stress qui est induit par l'essai sur le cerveau qui mise ce pic de neuroplasticité juste après l'AVC. Alors, je ne suis pas neurologue. D'accord. Je ne saurais pas dire ce qui provoque cette neuroplasticité. Probablement un mécanisme de la même manière qu'on est déjà capable de se reconstruire quand on a un membre cassé. Là, le cerveau, il se dit hey, il y a eu un super gros problème, ce serait peut-être le moment qu'on tous pourrait apprendre des trucs. Mais à part ça, je ne saurais absolument pas expliquer ce qui amène à ça. Et je ne suis même pas sûr que les neurologues aujourd'hui soient capables de l'expliquer les possibles. D'accord. Donc, quels moyens vous avez passé? Est-ce qu'il y a des moyens d'évaluer un indicateur numérique entre les neuroplasticité, par exemple, plasticité? Est-ce que ça, grosso modo, juste en demandant à quelqu'un de faire une tâche et en suivant des jours, ça dans le cerveau? Alors non, justement, pour évaluer la neuroplasticité, déjà, les études, c'est systématiquement avec des IRM fonctionnels. C'est systématiquement avec des IRM fonctionnels où l'objectif, c'est d'analyser l'activité cérébrale pour voir à quel point elle est forte ou non. Et en gros, on se rend compte que les gens qui sont plus plastiques ont une plus forte activité cérébrale que les gens qui ont moins de plasticité. Et des recherches actuelles ont pour objectif de se dire il y a un pic de neuroplasticité après l'AVC. Ok, c'est cool, ça permet d'apprendre plus vite, mais ça ne dure pas assez longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de maintenir un peu cette neuroplasticité? Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que l'intensité de la rééducation, donc le fait de pratiquer beaucoup, longtemps, et surtout régulièrement, ça c'est le primordial, avec des répétitions, des mouvements, avec suffisamment de variabilité, parce que faire que le même mouvement, ça n'a pas forcément de l'intérêt. Dans le cadre de la pronation-supination du poignet, il n'y a pas non plus 50 manières de le faire, mais que ce soit une tâche de pointage, si je te demande de pointer tout le temps au même endroit, et en fait, la variabilité de la tâche n'est pas suffisante pour que ton cerveau fasse le travail d'abstraction du mouvement. C'est-à-dire qu'il va optimiser un mouvement, mais c'est tout. Il sera capable de faire ça, il ne sera pas capable forcément de le faire ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire varier les tâches, pour arriver aussi à ce que la récupération soit réelle et fonctionne dans d'autres situations que juste la situation de la tâche qu'on propose. Par exemple, de la même manière que là, notre système de pronation-supination du poignet, c'est bien probablement au début, quand la personne n'a pas encore suffisamment de motricité, etc. Une fois qu'elle commence à en récupérer suffisamment, c'est probablement intéressant de se dire, ok, maintenant ce mouvement-là, on va le faire, mais dans une condition. Vous prenez un objet, vous le retournez, vous le mettez là, vous le prenez ici, vous le mettez là, vous prenez machin, vous le mettez là. Et le fait de faire ce mouvement-là dans d'autres conditions, c'est ça aussi qui va favoriser. Et donc la neuroplasticité, il y a aussi beaucoup d'études en réalité virtuelle immersive, où on cherche à savoir à quel point on peut la maintenir grâce à l'illusion de ce que permet les casques de réalité virtuelle ou ce genre de choses. Parce que, je n'ai pas parlé non plus, mais il y a une autre forme de rééducation qui s'appelle l'imagerie motrice, l'imagerie mentale, mieux. Donc, qui s'appelle l'imagerie mentale. En fait, c'est quelque chose qu'on voit déjà de nos jours, notamment chez des pilotes d'avion, des pilotes de Formule 1, ce genre de choses. Ils imaginent la situation et ils refont les parcours pour optimiser entre guillemets la chose. Et bien, ça fonctionne aussi dans le cadre de la rééducation. C'est-à-dire que si je ne fais pas mouvement, mais que je m'imagine suffisamment fort le faire, ça me permet déjà d'améliorer ma récupération motrice. Après, c'est encore en développement. Par contre, un des trucs qui est super intéressant, là j'en ai pas parlé dans cette présentation parce que c'est pas dans le cadre du membre supérieur, mais au niveau du membre inférieur, il y a eu un projet qui a très très bien marché à 2 ans ou 3 ans, où en fait on couple donc différentes modalités, c'est-à-dire on prend une personne qui est paralysée des membres inférieurs.
donc il ne peut plus bouger ses jambes. Paralysé, hein, c'est pas une parésie, c'est pas une paralysie partielle, c'est il ne bouge plus ses jambes. Mais la connexion est encore là, c'est juste qu'il n'arrive pas à les bouger. On le met dans un exosquelette. Cet exosquelette-là, on lui rajoute aussi un casque de réalité virtuelle pour qu'il puisse voir une situation autre. Et on synchronise ce qu'il voit, c'est-à-dire ses jambes avancées, avec l'exosquelette qui fait le même mouvement en même temps. Ce qui se passe, c'est qu'il a l'impression de réussir à marcher. Et du coup, le résultat de cette étude-là, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à récupérer de la motricité grâce à ça et qui, aujourd'hui, ne sont plus paralysés des jambes. Ils sont juste partiellement paralysés. Ils sont encore fortement paralysés, mais ils ont quand même récupéré de la motricité. Ça a redéveloppé les connexions entre le cerveau et les jambes. Et donc ça, on se dit que ça pourrait très bien être appliqué dans le cadre du monde supérieur, quand des gens ont perdu complètement la motricité de leurs membres. Quand la motricité est partielle, on ne sait pas encore à quel point ça fonctionne. Quelqu'un qui sait déjà bouger ses jambes, est-ce que le fait de suppléer le fait qu'il le fasse par un exosquelette, ou le fait de lui demander de le faire, ou de l'imaginer de le faire, ou ce genre de choses, on ne sait pas encore ce qui marche très bien. De la même manière, en RV, on cherche aussi à voir, ok, je lui mets un casque. D'habitude, on demande aux gens qui font de l'imagerie motrice juste d'imaginer. Alors, on ne leur demande pas d'imaginer, on leur demande de regarder ce que fait le membre et de faire la même chose. Même s'ils ne sont pas capables de le faire, s'ils ont cette sensation d'embodiment dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est vraiment leur membre qui voit, ça va favoriser quand même un minimum aussi la récupération motrice. C'est encore balbutiant comme type de recherche. C'est pas très développé, mais ça commence à arriver. Disons que le problème de ce type de recherche-là, c'est que c'est basé sur des technologies immersives, et qu'aujourd'hui, le déploiement des technologies immersives, dernièrement, ça a un peu changé, avec les casques autonomes, etc. Mais il y a quelques années, il y a eu quelques tests, et c'est difficilement imaginable déjà de déployer ça à domicile, de déployer ça s'il n'y a personne pour s'en charger, que le patient est juste seul, avec un membre qui fonctionne. Mais en tout cas, il y a tout un tas de recherches aussi sur cet aspect. Parce que c'est possible, entre guillemets, de tricher, c'est-à-dire de profiter de ce pic de plasticité cérébrale pour assigner éventuellement des parties du cerveau qui ne sont pas censées être là. Ce genre de choses, je pense notamment par exemple pour la mémoire, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle la méthode de Rossi, ou de ça, qui grosso modo lié, c'est d'associer des éléments de mémoire à une perception géographique de la chose, où je peux imaginer une espèce de histoire de faire fonctionner la mémoire spatiale. Spatiale, c'est ça. Spatiale, de manière à réussir à mémoriser plus efficacement des données qui ne sont pas spatiales, mais voilà, tricher un petit peu en mélangeant un petit peu les choses. C'est possible de faire ça dans le contexte de la rééducation. On essaye. En fait, on essaye que l'activité soit pas juste de l'optimisation d'une activité. Qu'il sache prendre un verre, c'est bien, mais il faut qu'il sache faire d'autres choses avec son bras. Donc on essaie aussi qu'il y ait ce transfert. Aujourd'hui, c'est aussi un domaine d'étude, notamment entre faire quelque chose en réalité virtuelle et le faire en vrai. Est-ce que ça se transfère bien? Notamment, typiquement, la réalité virtuelle aujourd'hui, ça commence à être utilisé dans des formations. Et on cherche à savoir si se former en réalité virtuelle, c'est aussi bien, moins bien ou mieux que de se former en réalité. Et les recherches commencent à montrer que ça ne marche pas si mal de se former en réalité virtuelle, surtout dans des conditions où on peut difficilement se former en vrai. Certains trucs avec des pompiers, maîtriser le feu, c'est pas toujours évident, donc là au moins on peut avoir une simulation qu'on contrôle. Mais donc oui, l'objectif, l'avantage de ce pic de neuroplasticité, c'est que finalement il va favoriser l'apprentissage général. Le pic, il n'est pas juste localisé au niveau de la partie qui a été lésée. C'est la neuroplasticité du cerveau dans son entièreté qui s'améliore. Le seul problème, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à cause de ce pic-là, il ne faut pas non plus que les gens fassent plus qu'ils faisaient avant. Si on prend quelqu'un qui sort d'un AVC et qu'on lui fait faire que des exercices de mémoire, peut-être qu'à la fin il aura une mémoire qui est vraiment excellente, ou qui aura vraiment énormément progressé, mais il pourra peut-être avoir perdu ailleurs aussi. C'est ça. C'est pour ça que par exemple, actuellement, la chose qui est fait le plus rapidement, c'est déjà de remettre les personnes debout et les faire marcher au plus tôt. Parce que ce qui était estimé, c'était que faut que les gens puissent se déplacer.
Et c'est pour ça que le membre supérieur, aujourd'hui, il a été un peu délaissé. On voulait d'abord que les gens marchent avant de pouvoir faire autre chose. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que marcher, si je ne peux pas faire grand-chose de mes bras, c'est pas non plus super. Donc on essaye d'améliorer tout ça sur l'entièreté des choses. Et je pense que la cognition, c'est l'aspect un peu compliqué, surtout en phase aiguë, mais qu'il y aura probablement des choses qui vont se développer aussi de son côté. Merci à vous.